Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette nouvelle saison des Nocturnes du Plan de Rome qui se dérouleront dorénavant dans cet amphithéâtre, le plus grand, le plus prestigieux du campus 1. Et je remercie la direction de l'université qui nous permet ainsi de vous accueillir dans de meilleures conditions puisque notre ancien amphithéâtre, l'amphithéâtre Chimie, devenait trop petit. Ce soir, nous allons donc parler du théâtre de Pompée et de son vélum. Ce théâtre, le théâtre de Pompée, construit au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, est le point de départ d'une extraordinaire diffusion du théâtre en pierre dans tout l'Empire romain. Il est lui-même, vous le verrez tout à l'heure, une innovation à la fois du point de vue architectural et technique. Sophie Madeleine y a consacré un livre paru en 2015 qui a été préfacé par Filippo Corelli, présenté à l'Académie par Pierre Gros, l'un et l'autre, deux spécialistes de l'architecture et de la topographie romaine. Elle vous fera visiter ce théâtre tout à l'heure en utilisant les dernières recherches qui ont été faites sur ce secteur. Auparavant, moi, je vous dirai quelques mots sur le théâtre dans la ville romaine et sur l'architecture du théâtre. Chaque ville romaine possède un théâtre, de la capitale à toutes les cités de province. On va prendre quelques exemples en faisant un tour du bassin méditerranéen dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si vous voulez bien, on va commencer tout près de chez nous. On va commencer près de la Seine, au bord de la Seine, à Lillebonne, avec ce théâtre construit en plein centre-ville. Et puis, nous pouvons continuer en prenant simplement quelques exemples, nord de l'Italie, bien entendu, avec le théâtre de Trieste, la Grèce, avec, par exemple, le théâtre de Mécène. Alors, tous ces théâtres, bien sûr, n'ont pas été construits par les Romains. Certains préexistaient à l'occupation romaine dans toutes ces régions, mais ils ont été entretenus, modifiés, réparés, reconstruits par les Romains. On peut continuer. En Turquie, le théâtre d'Aphrodisias, à Chypre, le théâtre de Kourion, qui est utilisé, qui a été très restauré, qui est utilisé aujourd'hui pour des festivals. En Jordanie, on n'est pas ici en pleine montagne, c'est le site de Pétra. Il faut penser qu'à l'époque romaine, c'était une ville, ça a d'abord été une ville nabatéenne et ensuite une ville romaine importante. Et ce théâtre que vous voyez ici creusé dans la roche était un théâtre de centre-ville. L'Afrique du Nord, la Tunisie, le théâtre de Douga par exemple. Et pour finir, parce qu'il faut bien s'arrêter dans ce tour, en Espagne, le théâtre de Mérida, un des plus beaux théâtres conservés aujourd'hui et qui est contemporain du théâtre de Pompée que vous allez visiter tout à l'heure. Alors, vous avez vu, certains théâtres étaient très luxueux, d'autres l'étaient beaucoup moins. Ce pouvait être, dans certains cas, des théâtres en bois construits sur des fondations de pierre, comme ici, un théâtre qui n'est pas très loin de chez nous, le théâtre de Chéret, dans la Sarthe. Certains théâtres étaient situés en plein centre-ville. C'est le cas en Algérie du théâtre de Timgad, qui est vraiment au cœur de la cité. Il pouvait être construit en périphérie. C'est le cas du théâtre de Pergé en Turquie. Vous voyez les remparts de la ville et regardez le théâtre qui se trouve à l'écart, à côté du stade d'ailleurs, à l'écart de la ville elle-même, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de place dans la ville pour l'implanter. Quelquefois, les théâtres pouvaient se situer d'ailleurs en dehors des villes, dans des lieux qui étaient temporairement occupés au moment des fêtes religieuses, dans des sanctuaires. C'était le cas du théâtre de Chéret que je vous ai montré tout à l'heure. Alors pourquoi le théâtre a-t-il une telle importance dans la ville romaine? Eh bien, c'est parce qu'il est lié au calendrier. Il est lié aux fêtes religieuses. On va au théâtre au moment des fêtes religieuses parce que les fêtes religieuses comportent ce qu'on appelle des ludis, ludis, parce qu'il y a des mots ludiques en français, et ces ludis qui vont honorer
les dieux, sont à la fois des spectacles de chevaux, de courses de chevaux, c'est ce qu'on appelle les ludi circenses, ou des spectacles de théâtre, c'est ce qu'on appelle les ludis scaeniki. À l'époque, à la fin de l'Empire, à l'époque où nous plaçons notre institution, pensez qu'il y avait 175 jours de jeu dans l'année, 175 jours de congé, hein, c'était des jours chômés, dont 101 jours consacrés au théâtre. Donc vous voyez l'importance du théâtre. Si j'osais cette comparaison, je dirais que le théâtre, c'est à la fois l'église et la salle des fêtes de nos villages. Chaque petit village, chez nous, a son église et sa salle des fêtes, si modeste fût-elle. Eh bien, chaque petite ville romaine avait son théâtre, si modeste fût-il. Ces théâtres ont disparu quand la civilisation romaine elle-même a disparu, parce qu'ils étaient liés à ce phénomène de civilisation. Alors soit ils ont été détruits par des tremblements de terre, laissés à l'abandon, comme ici à Kibira en Turquie, soit ils ont été occupés par des palais, c'est le cas du théâtre de Marcellus à Rome, soit ils ont été occupés par les habitants, qui y ont construit leurs maisons, c'est le cas du théâtre d'Orange, qui aujourd'hui est dégagé, mais qui à une époque était un village. C'est la même chose pour les amphithéâtres d'Arles ou de Nîmes, par exemple. Soit, et ça c'est le pire, ils ont servi de carrière. Ici, et de carrière officielle. Ici, c'est une photo qui vous représente l'entreprise, la carrière des arènes gallo-romaines, qui était installée sur le théâtre de Chassenon. Et aujourd'hui, vous ne verrez plus une pierre de ce théâtre de Chassenon. Il a totalement disparu, vendu pierre par pierre par un entrepreneur. Alors parlons un petit peu maintenant de l'architecture de ce théâtre. Un théâtre typiquement romain comprend 5 parties. D'abord des gradins qui s'étagent en demi-cercle les uns au-dessus des autres, c'est ce qu'on appelle la cavea. Au pied de ces gradins, on a un espace plat semi-circulaire qu'on appelle l'orchestra. Devant l'orchestra, on a une estrade sur laquelle jouent les acteurs et qui s'appelle le pulpitum. Derrière le pulpitum, on a un bâtiment étroit qui va fermer le théâtre d'un sommet des gradins à l'autre extrémité, qui peut des fois être un simple mur d'ailleurs. On l'appelle la scaena. Alors, attention, ce n'est pas la scène comme pour nous. Et derrière la scaena, on a très souvent dans les théâtres romains ce qu'on appelle une porticus post scaenam, un portique derrière la scène. C'est un jardin entouré de portiques, d'allées couvertes qu'on appelle des portiques. Le théâtre peut soit être adossé, comme souvent dans le monde grec, enfin comme toujours d'ailleurs chez les Grecs, à une colline, soit être construit sur terrain plat, sur des structures creuses, sur des gradins, qui sont généralement portés par des voûtes construites en béton, ce qu'on appelle l'opus caementicium, qui peut recevoir un pavement de pavés placés en losange, ce qu'on appelle l'opus reticulatum. Vous verrez tout à l'heure, c'est ce qui est attesté sur le théâtre de Pompée, tel qu'on peut l'observer dans les parties conservées. Lorsque ces théâtres... Alors, on va avoir différents modes d'accès au théâtre, vous le verrez tout à l'heure pour le théâtre de Pompée, mais les accès vont changer aussi selon que le théâtre est adossé à une colline, donc on ne peut pas y entrer par-dessous, ou bien selon qu'il est sur structure creuse. Mais ce que l'on retrouve quasiment dans tous les théâtres, ce sont ces grandes entrées latérales qu'on appelle au pluriel les parodoi, au singulier le parodos, qui donnent directement sur l'orchestra. L'orchestra elle-même est entourée de gradins très peu élevés, d'une toute petite surélévation sur lesquels vont être installées les personnalités les plus importantes. Et quelquefois, en haut de la cavea, enfin souvent même en haut de la cavea, on a un autre portique, différent de celui dont je parlais tout à l'heure, qui se trouve au sommet des gradins. Ces portiques, voici celui de Mérida, vous voyez, qui est encore bien observable derrière le théâtre de Mérida, ont une importance. Vitruve nous dit que lorsqu'il pleut, eh bien c'est là que les spectateurs vont se mettre à l'abri. Parce que c'est une des particularités du théâtre romain que d'être un théâtre à ciel ouvert. C'est un théâtre à ciel ouvert, sans toit.
Alors, les Romains savaient couvrir un édifice de ce type avec une charpente. Palladio l'a fait, par exemple, au théâtre de Vicenza, qui est exactement la forme d'un théâtre romain, avec ses gradins en demi-cercle, avec sa scène, son front de scène, exactement comme dans le théâtre romain classique. Et lui, il l'a couvert. Mais c'est un petit théâtre. Or, les Romains n'ont quasiment jamais eu de petits théâtres. Pour eux, les théâtres sont toujours de grands théâtres. Les plus petits théâtres qu'on observe actuellement dans le monde romain, ce sont des théâtres, un des plus petits, c'est le théâtre de Mador en Algérie, qui fait environ 30 mètres, 33 mètres de diamètre, mais le plus grand, c'est celui de Pompée, qui fait 158 mètres de diamètre, 20 000 spectateurs. Tous ces théâtres, il était absolument impossible de les couvrir par une charpente. Alors, il y avait donc 3 solutions. 1, on venait avec un chapeau. Parce que rester toute la journée, en particulier autour de la Méditerranée, en Normandie encore, mais en Méditerranée, dans la Méditerranée, rester toute la journée en plein soleil pour assister au spectacle sans rien sur la tête, c'est pas possible. Donc soit on venait avec un chapeau, soit on venait avec une ombrelle, soit il y avait installé sur les gradins un système de toile. Alors c'est qu'on appelle le vélum. Le vélum est attesté sur des représentations, par exemple ici à Pompéi. Il est bien connu également par les textes. Valère Maxime nous dit que le premier homme politique à installer un vélum sur les théâtres a été Quintus Catulus. C'est un homme politique du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on a beaucoup de témoignages. Je vais vous donner simplement un autre témoignage. C'est le poète Martial qui dit que bien, quand il y a trop de vent au théâtre, alors il parle seulement du théâtre de Pompée, lorsqu'il y a trop de vent, on ne peut pas mettre les toiles du vélum, parce qu'elles auraient été arrachées par le vent. Il dit dans ce cas-là, il faut venir avec l'ombrelle, avec une ombrelle. C'est l'ombrelle de chacun qui fera son propre vélum. Et puis, on a des inscriptions. On a des inscriptions qui annoncent des spectacles. Et beaucoup de ces inscriptions, des spectacles soit au théâtre, soit à l'amphithéâtre, mais c'était la même problématique, et qui se terminent par cette expression « et vella erunt ». Et il y aura un vélum, il y aura des voiles. Ici, c'est une inscription qu'on a retrouvée à Pompéi, qui nous annonce qu'il va y avoir un combat de gladiateurs, qu'il y aura d'abord 20 paires de gladiateurs, ensuite qu'il y en aura 10, et puis qu'il y aura aussi une chasse, et puis et vella erunt, et vous aurez une protection contre le soleil. Alors l'archéologie nous est peu utile. Nous est peu utile pour ce domaine pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les archéologues des temps passés se sont peu intéressés à ces parties mécaniques, donc n'ont pas vraiment cherché à les retrouver, ni à les préserver. La deuxième raison, c'est que, vous avez vu tout à l'heure, on a toujours en haut des théâtres des constructions importantes, des portiques. Quand ces portiques se sont effondrés, eh bien, ils ont ébréché toutes les extrémités de gradins. Vous le voyez ici sur ce théâtre de Kibira, en Turquie, les extrémités sont ébréchées. Or, c'est justement sur les extrémités des gradins qu'on peut voir les traces de trous, par exemple, qui servaient à attacher des haubans permettant de maintenir le vélum. L'autre raison est aussi que ces vélums étaient attachés aux parties supérieures des théâtres, donc partie supérieure de la cavea, partie supérieure de la scène, du bâtiment de scène. Or, ces parties, généralement, ont disparu. Alors, malgré tout, malgré toutes ces difficultés, on peut reconstituer 3 systèmes de vélum. Premier système qui est bien représenté sur le théâtre d'Argos en grec. On installe des mâts dans la cavea, dans les gradins, et on installe des toiles sur ces mâts. À Argos, on repère bien à la fois les trous d'implantation des mâts et les trous également qui permettaient de fixer les câbles de maintien pour les mâts. Deuxième système, c'est celui que vous avez vu à Pompéi sur l'image tout à l'heure.
on installe simplement des mâts tout autour de la KVA, et sur ces mâts sont fixées des vergues qui portent les voiles. Ce système permet de ne pas avoir de mâts à l'intérieur des gradins et donc de libérer la vue des spectateurs. Mais ce système était limité en longueur, parce qu'on ne peut pas avoir des vergues d'une longueur infinie. D'où l'invention d'un troisième système, dont je vais laisser Sophie vous parler en vous faisant visiter le théâtre de Pompée, un nouveau système qui permettait de s'affranchir des dimensions des vergues et d'être valable sur n'importe quelle dimension de théâtre. Sophie donc, est en train de préparer un nouveau livre sur justement cette question du vélum. Tout le monde m'entend? C'est bon? Donc je vais vous emmener visiter ce soir le théâtre de Pompée dont nous venons de parler. Les 3 théâtres permanents de la Rome antique étaient intégrés directement dans le tissu urbain de la ville. Il faut donc imaginer ces théâtres en marbre et en travertin, surgissant à l'extrémité des rues bordées d'immeubles d'habitation. Sur ces secteurs, plus qu'ailleurs, la Rome de marbre va se mêler à la Rome de briques. Pierre Gros, un chercheur reconnu, a été le premier à parler pour le théâtre de Pompée d'une colline architecturée. Alors pourquoi cette expression? Parce que le haut du théâtre de Pompée atteint 36 mètres de haut, c'est-à-dire à peu près la même hauteur que les collines naturelles de Rome. Il a donc parlé d'une colline architecturale. Alors que savons-nous sur la façade de ce théâtre? Nous avons des renseignements qui sont donnés par des fouilles réalisées au XIXe siècle, notamment par un chercheur français qui s'appelle Victor Baltard. Et cet archéologue a montré que le théâtre de Pompée était revêtu de travertin, d'où la couleur que vous lui voyez ici. Il a également montré que le premier niveau comportait des colonnes engagées. Donc on en est sûr pour le premier niveau. Et pour ce qui est de l'élévation, c'est plus hypothétique. Nous avons ici proposé de restituer une élévation classique pour l'époque romaine, avec une superposition de l'ordre dorique au premier étage, de l'ordre ionique au second et de l'ordre corinthien au troisième étage. Ce ne sont bien sûr que des hypothèses qui correspondent à ce que l'on pourra voir à peu près 1 siècle et demi plus tard sur le Colisée. Alors ce que je vais vous proposer ce soir, c'est quelque chose d'assez original. On va essayer de tester ensemble tous les modes de circulation possibles dans le théâtre de Pompée. Par où est-ce qu'on pouvait entrer dans ce théâtre? Et pour répondre à cette question, je vais vous proposer ce soir que nous nous mettions successivement dans la peau de 3 personnes différentes. On va commencer par se mettre dans la peau d'un Romain de classe moyenne et voir comment ce Romain pouvait aller s'asseoir au théâtre de Pompée. Ensuite, nous redescendrons et nous verrons quelle était la situation pour les hommes politiques, pour un sénateur par exemple. Et puis pour terminer, point d'orgue de la soirée, si vous voulez me suivre, nous nous mettrons dans la peau de l'empereur et nous verrons comment l'empereur pouvait accéder à la loge qui lui était réservée dans ce théâtre. Et vous verrez qu'à aucun moment, ces personnes ne vont se croiser dans les circulations du théâtre, comme elles ne se croisaient d'ailleurs pas dans les édifices de spectacle romains. Alors commençons par un Romain de la classe moyenne. Pour entrer au théâtre de Pompée, il va pouvoir emprunter une des 48 arcades qui se trouvent à l'extérieur du théâtre. Ce théâtre est à Cavea creuse, c'est-à-dire que les gradins ne sont pas creusés dans une colline, mais qu'au contraire, on a construit un théâtre sur terrain plat en utilisant la technique des arcades en béton. Donc les gradins vont être soutenus par les arcades que vous voyez ici. Sous ces arcades, on va trouver des pièces qui se terminent en cul-de-four. Et c'est ici que classiquement étaient installés un certain nombre de magasins. On sait également pour le Grand Cirque que c'est ici que s'installaient les prostituées. Mais je n'ai pas d'attestation pour le théâtre de Pompée, donc vous ne verrez rien dans le modèle virtuel. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais vous emmener à travers ce couloir qui monte pour rejoindre
les places réservées à la classe moyenne. Alors regardez les murs, vous voyez que sur ces murs, il n'y a pas de plaquage de marbre ou de travertin, mais uniquement un plaquage d'opus reticulatum, c'est un parement. Donc la décoration ici est somme toute sommaire. Et en empruntant ce couloir, on va arriver sur un anneau de circulation sur lequel débouchent toutes les arcades que nous avons vues à l'extérieur. Donc tout le monde arrive ici. Ensuite, on peut continuer à avancer et on va arriver sur 2 volets d'escalier, une à gauche et une à droite. On va prendre une de ces volets d'escalier et arriver directement sur le secteur du haut du théâtre de Pompée. Voilà par où passait la classe moyenne pour aller voir les spectacles. Donc on va monter un petit peu dans le théâtre. Vous voyez qu'il y a des escaliers qui permettent de rejoindre les différentes places. Et puis on va par exemple aller s'installer ici. Vous voyez que sur ce théâtre, il y a ce que l'on appelle 2 maeniana, c'est-à-dire 2 volets de rangées successives. Comment le savons-nous? Eh bien parce que nous avons un dessin qui a été réalisé à la Renaissance sur ce qu'on appelle un codex. Et sur ce dessin, on voit effectivement les 2 volets d'escalier qui sont bien représentés. Et ce dessin a été réalisé à partir d'un plan antique du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc un siècle avant l'époque que nous représentons. Nous savons donc qu'il y avait 2 volets d'escalier, 2 volets de gradins, dans ce théâtre de Maeniana. Au niveau archéologique, nous avons également des informations, puisque les archéologues ont mis au jour 3 morceaux de gradins du théâtre de Pompée, et uniquement 3. Donc c'est peu, mais ça nous permet de savoir que ces gradins étaient en marbre blanc, d'où l'image que vous avez ici à l'écran. Vous apercevez également, en haut des gradins, un temple. Alors ce temple, il est quand même assez petit, surtout par rapport à la superficie du théâtre. Et pourtant, il est très important, c'est un temple à Vénus victorieuse, Vénus Victrix en latin. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ce temple, apparemment, qui a permis à Pompée de construire son théâtre. On est au 1er siècle avant Jésus-Christ, et à cette époque-là, le pouvoir politique de Rome ne veut pas de théâtre en dur dans sa ville. Tous les ans, les Romains construisent un théâtre en bois, et tous les ans, une fois que la saison est passée, ils démontent ce théâtre en bois. Ils ne veulent pas de théâtre en dur dans Rome. Il y a plusieurs raisons à cette interdiction. L'une d'elles, c'est que le pouvoir politique de l'époque considère que cette structure est entre guillemets à risque. À l'époque, il n'y a pas de micro comme celui que je porte tout de suite. Donc, si une personne veut s'adresser à la population, par exemple pour critiquer une décision qui a été prise par les hommes politiques, s'il veut critiquer, comment il va s'y prendre? Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas de micro, donc il va aller sur la place publique et puis au maximum, il va s'adresser à combien de personnes? 100 personnes en parlant très fort, et puis c'est tout. Ici, dans un théâtre comme celui-là, une personne, sans forcer sa voix, peut s'adresser en même temps à 20 000 personnes. Vous voyez le risque encouru pour les institutions. Et donc, c'est certainement en partie pour limiter ce risque que la construction des théâtres en pierre était interdite dans la capitale. Du coup, comment Pompée a-t-il fait pour construire son théâtre? Eh bien, il a dit qu'il construisait un temple en l'honneur de Vénus, plus quelques gradins devant le temple pour servir au spectacle. Quelques gradins, en l'occurrence, qui sont devenus nombreux, mais peut-être qu'au départ, c'est cette ruse qui a permis au théâtre de Pompée de voir le jour. En fait, c'est un témoignage à prendre avec quand même relativement de prudence. Les Romains avaient l'habitude des structures théâtrales. Je vous l'ai dit, tous les ans, ils construisaient des théâtres en bois. Naturellement, ils ont bien vu que c'est un théâtre qui était en train d'être construit, mais il est probable qu'on était arrivé à un moment de l'histoire de la ville où la construction en dur s'imposait. À l'endroit où nous sommes, vous pouvez apercevoir ce qu'on appelle le pulpitum, qui est l'endroit où vont jouer les acteurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est la partie qui est en bois, juste au pied du mur de scène. Et si vous regardez attentivement, vous verrez un acteur sur ce pulpitum. C'est un homme qui mesure 1,70 m. Et quand on est installé en haut des gradins du théâtre de Pompée,
voilà comment on perçoit les acteurs. Donc finalement, relativement mal. Imaginons maintenant que le spectacle est terminé et que l'on veuille sortir du théâtre. Eh bien, on va refaire la même opération que tout à l'heure, prendre un de ces escaliers pour rejoindre les doubles volets d'escalier qui se trouvent entre les deux Mahayana. Donc vous allez voir, regardez bien ce que je suis en train de faire au niveau de la circulation. C'est quand même pas très très pratique. Vous voyez, je prends l'escalier, il faut que je tourne. Vous voyez que c'est pas très très large. Donc imaginez qu'il y a quand même plus de 10 000 personnes sur le haut. Je suis obligée de tourner, de retourner dans la circulation et de réemprunter ce couloir. Ici, pour la restitution, nous sommes le 21 juin, le jour du solstice d'été. C'est le jour où le plus de lumière entre dans ce couloir. Et en plus, j'ai réglé le soleil à midi. Imaginez ce couloir maintenant, à l'automne ou au début du printemps, à une heure moins favorable. Ce sont des espaces qui devaient être relativement sombres et la circulation n'y est donc pas si aisée que cela. Je rejoins maintenant l'ambulacre extérieur et je vais vous proposer de nous mettre dans la peau d'un sénateur. Et le sénateur, lui, ne va pas avoir besoin d'emprunter les circulations que je vous ai montrées maintenant. Il va pouvoir arriver au théâtre et rejoindre les premiers gradins que je vous ai fait voir tout à l'heure, ce que l'on pourrait assimiler aujourd'hui en quelque sorte à un carré VIP, si on veut, avec un accès plus facile, une place plus intéressante pour suivre le spectacle. Donc là, vous voyez bien que le théâtre est vraiment grand parce que je suis en train de marcher, et même là en train de courir, sous les arcades du théâtre de Pompée. Alors, pour quelqu'un de catégorie moyenne, je vous l'ai dit, il a la possibilité d'emprunter une de ces 48 arcades. Par contre, les sénateurs n'ont que 2 possibilités. Ils ne vont pouvoir emprunter que les 2 couloirs ici, qui se trouvent parallèles au mur de scène. Ce couloir s'appelle un parodos, donc on dit un parodos des parodoi. Regardez la décoration. Les murs des parodoi sont souvent très soignés. Vous voyez, c'est plus large, il n'y a pas besoin de monter ni de redescendre, il n'y a pas d'escalier, et en plus on arrive directement dans le théâtre. Donc ce sont des places d'un accès très facile qui vont permettre de prendre ces escaliers pour monter dans les premiers gradins, ou pour les sénateurs, c'est ce qu'on a décidé de faire. On va même directement aller s'installer sur un siège en cuir pliable qui aura été préalablement installé dans le théâtre. Donc vous voyez, c'est quand même des conditions privilégiées pour les sénateurs. Et quand on est sénateur, la vue sur le spectacle est beaucoup plus intéressante que tout à l'heure. C'est le même personnage que tout à l'heure, mais vous voyez que nous sommes beaucoup plus bas et que nous allons donc pouvoir suivre les jeux donnés sur le pulpitum de façon plus intéressante. Donc on a parlé de la scène, on a parlé des gradins, assez peu de l'espace semi-circulaire que vous voyez ici juste devant nous. C'est ce qu'on appelle l'orchestra. L'orchestra, à l'époque grecque, servait essentiellement pour les chœurs et pour les danses. À l'époque romaine, il n'est plus vraiment utilisé, si ce n'est pour installer des sièges à la périphérie ou pour installer des machines, comme celle-ci. Ce sont des pompes qui permettaient de brumiser de l'eau parfumée sur les spectateurs pour les rafraîchir à certains moments du spectacle. Et c'est ce qui me fait dire que la technologie, ici, dans le monde romain, n'est pas auxiliaire du spectacle, mais est une partie intégrante du spectacle. Je vais vous donner 3 exemples. Les pompes, ici. Elles permettaient de brumiser du parfum dans le théâtre. Imaginez-vous 20 000 personnes qui sont là depuis le matin. Ça ne devait pas forcément sentir toujours très très bon. Eh bien, on arrange cela en installant des pompes et en brumisant du parfum. Donc tout est fait pour que l'ambiance soit agréable. Ensuite, regardez sur le pulpitum. Juste devant l'acteur, il y a une fosse qui est cachée. Et sous cette fosse, il y a un rideau de scène qui va atteindre à peu près 3 mètres de haut. Quand les spectateurs arrivent au théâtre, le rideau est levé. Et donc, ils ne voient pas les décors temporaires, enfin les décors qui ont été installés sur la scène. Ce n'est qu'au début du spectacle que le rideau va se baisser et qu'ils vont découvrir le décor installé sur la scène. Donc là aussi, effet de surprise. Et la 3e technologie très utilisée au théâtre, c'est justement le vélum. Et je vais monter sur la scène pour vous dire quelques mots de ce vélum.
Donc, je monte ces quelques marches et je me trouve maintenant au même niveau que les acteurs. Voici comment les acteurs percevaient ce théâtre de Pompée. Le vélum, vous le voyez ici à l'image, est baissé. Et il produit effectivement de l'ombre sur la totalité des gradins. Ce que je vais vous proposer, c'est de lancer une simulation solaire. On va faire ça en direct. Et le logiciel va nous montrer ce qui se passe. On va faire commencer la simulation vers 9h le matin et on va aller jusque vers 16h. Allez, 17h30. Regardez ce qui se passe. Les rayons du soleil passent entre les secteurs de voile individuels. Et cela crée des effets de lumière tout à fait intéressants, comme des ondulations qui rendent en quelque sorte vivant cette matière pourtant figée. Et je voudrais citer un texte de Lucrèce, c'est un poète latin, et il nous parle des ondulations produites par le vélum pendant le spectacle. Il nous parle de ces couleurs jaunes, rouges et bleues qui teignent les vêtements des spectateurs. Vous voyez qu'ici, sur la restitution, nous avons proposé un vélum monochrome, rouge, bien attesté par les textes. Je suis en train de reprendre cette étude sur le vélum, et aujourd'hui, je suis convaincue qu'il faut plutôt imaginer une alternance de couleurs. Une voile jaune, une voile bleue, une voile verte. Imaginez les effets de couleurs que cela pouvait donner sur les habits des spectateurs. Et je suis persuadée que cela faisait partie intégrante du spectacle, une partie intégrante de la magie qui devait découler de ce type de représentation. Alors comment il fonctionne ce vélum ? On vous l'a dit, dans le monde romain, même dans le monde grec, il y a eu 3 vélums successifs installés dans les théâtres. Le premier consistait à planter des mâts dans les gradins. L'avantage, c'est qu'on peut aller aussi large que l'on veut. L'inconvénient, c'est quand même que les mâts sont au milieu de la vue. Ils vont gêner la vue. Donc, c'est problématique. Deuxième système à tester, on a toujours les mâts à l'extérieur des gradins. Et sur ces mâts, on va installer des vergues. Exactement comme le mât d'un bateau, si vous voulez, avec un mât et une vergue à 90 degrés. L'avantage de ce système, c'est qu'on ne gâche pas la vue dans les gradins. Mais le gros inconvénient, quand même, c'est qu'on est limité par la taille du tronc pour la vergue. On ne va pas pouvoir faire des vergues de 70 mètres de long. Or là, on a un théâtre de 150 mètres, 158 mètres de long. Comment faire ? Si on installe sur ce théâtre un vélum avec des vergues, je vous assure, parce qu'on l'a testé, il ne va rien protéger du tout. Il ne sert à rien. Donc, les Romains, sur les grands théâtres, avaient inventé un troisième système avec des mâts implantés derrière les gradins. C'est ce que vous avez ici à l'image. Sur ces mâts, on installe des cordes. Alors, je vais redescendre pour vous montrer. Les cordes vont jusqu'à un anneau central de cordes suspendu en l'air. Alors, comment cet anneau tient-il de l'autre côté ? Eh bien, c'est là la nouveauté. Les Romains vont également installer des mâts derrière le mur de scène. Et ces mâts vont permettre de tenir l'anneau de corde de l'autre côté. Regardez bien cette image. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a pas des cordes tout le long du mur de scène. Nous en avons installé que quelques-unes à gauche et quelques-unes à droite. Pourquoi ? Eh bien, regardez le mur de scène. Vous voyez toute la partie où il y a des colonnes, le mur est relativement fin. Et ce mur n'aurait jamais supporté les efforts de flexion imposés par les mâts. S'il y avait eu des mâts derrière la partie à colonnade, le risque, c'était que la maçonnerie soit vraiment perturbée par les efforts fournis par les mâts. Donc la solution, c'est de ne fixer des mâts que sur les 2 basiliques. Donc ce qu'on appelle les basiliques, ce sont les 2 grandes pièces qui se trouvent sur les côtés du mur de scène et qui, eux, sont quadrangulaires et ont donc une maçonnerie beaucoup plus solide. Il y en a une ici sur le côté droit du théâtre, il y en a une sur le côté gauche, et c'est uniquement à ces endroits-là qu'on va pouvoir installer des mâts pour le vélum. Donc c'est peut-être un petit peu abstrait parce qu'il se trouve que quand on est sur l'orchestra, on ne voit pas les mâts qui dépassent de l'autre côté, mais je vais quand même aller vous les montrer. On va remonter sur le pulpitum, on va aller de l'autre côté, donc dans la porticus, qui servait pour abriter les spectateurs quand il pleuvait, et vous allez pouvoir voir par vous-même ce que je viens de vous expliquer.
Donc on va passer par cette porte. Ici, vous apercevez la porticus avec les allées couvertes qui servaient à se protéger en cas de pluie. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Regardez le mur de scène, l'arrière du mur de scène de ce théâtre. Il y a bien des consoles tout le long, comme au théâtre d'Orange, mais nous n'avons pas mis de mât sur la partie centrale, beaucoup trop fine, pour supporter l'effort imposé par le vélum. Il n'y a donc des mâts que sur les côtés, à l'espace correspondant aux deux basiliques. Maintenant, si vous regardez bien l'extrémité du mur de scène, nous n'avons pas mis de mât non plus aux extrémités de ce mur, alors qu'on est bien sur la zone des basiliques, pour éviter que les cordes ne fassent un angle trop aigu pour rejoindre l'anneau central. Donc là, je vais vous épargner les calculs, mais j'ai travaillé avec un physicien de l'université de Caen qui s'appelle Alain Herry, et il a calculé que si on mettait des mâts sur les côtés, ça allait être problématique pour la tenue du vélum. Et nous proposons donc de n'installer que les quelques mâts qui sont ici, derrière le mur de scène, pour soutenir le vélum. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans cette visite et essayer d'emprunter le dernier espace de circulation que nous n'avons pas encore vu. C'est un espace de circulation privilégié parce qu'il peut être facilement sécurisé. On peut imaginer que quand l'empereur, puisqu'on est à Rome, venait au théâtre, il pouvait accéder à cet espace de circulation pour aller voir le spectacle. Peut-être aussi que l'éditeur des jeux prenait la circulation que je vais vous montrer maintenant. Donc je ressors une troisième fois du théâtre, c'est la dernière, rassurez-vous, et regardez, on a l'accès circulaire pour les sénateurs, ou les personnes pouvant accéder au premier Maenianum, les 48 arcades pour Monsieur Tout-le-Monde, et on a cette entrée monumentale. Une entrée monumentale qui va donner accès à un escalier. Vous voyez ici comme il serait simple d'installer la garde prétorienne, par exemple, pour protéger l'empereur. L'empereur va donc monter ces quelques marches. Donc on n'est pas sur un accès plat comme tout à l'heure, mais vous allez voir que le fait de monter a un très gros avantage sur la vision que l'on va avoir du spectacle. Donc l'empereur va passer par ici et il va rejoindre directement une des deux loges d'honneur installées sur les côtés du mur de scène. Regardez cette vue. Il est très bien placé. Il est assez haut pour pouvoir embrasser d'un seul regard l'ensemble du pulpitum, et en même temps, il est assez bas pour voir les acteurs d'une taille qui reste quand même correcte. Et surtout, imaginez ici l'empereur en train de lever la main pour s'adresser à son peuple. Tout le monde va le voir. Il va pouvoir être applaudi. Cette loge est très bien conçue en termes de propagande. Et dans la Rome antique, il n'y a jamais beaucoup de chemin à parcourir entre la propagande pour l'empereur et l'architecture publique. Quelques mots de conclusion pour terminer. En construisant son théâtre, Pompée a marqué le tissu urbain de Rome de son empreinte. D'une telle empreinte qu'aujourd'hui encore, les rues modernes de la Rome que vous pouvez aller visiter, les rues modernes ont gardé le tracé du théâtre de Pompée. De même que la place Navone marque le tracé du stade de Domitien, on a encore des immeubles aujourd'hui qui ont conservé le tracé du théâtre de Pompée. Pompée préfigurait en quelque sorte les transformations politiques et urbanistiques que Rome allait connaître avec le début du Principat, avec Augustin. Un seul homme concentre suffisamment de pouvoir entre ses mains pour pouvoir passer outre les anciennes institutions et pour pouvoir imposer ses choix. Il pare la ville d'édifices de marbre qui seront autant de traces permanentes de son passage dans l'histoire de Rome. Et je voudrais terminer cette présentation par un peu de trivialité parce qu'après tout, l'apprentissage du savoir n'a pas à nécessairement être synonyme de morosité. Et comme j'aime bien manger, j'avais envie de conclure sur les restaurants. Il se trouve qu'ici, à l'emplacement du théâtre de Pompée, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de restaurants. Le Grotte del Teatro di Pompeo, le Pancrazio, le Da Costanza. Vous pouvez noter parce que c'est très bon si vous avez envie d'aller y manger. Nous sommes bientôt à 2000 ans de la date de la construction de cet édifice. Et non seulement les ruines du théâtre sont encore partiellement visibles dans les caves des restaurants que je viens de vous citer, mais en plus,
pour l'un de ces restaurants au moins, le nom est resté et c'est toujours un lieu de distraction pour les Romains d'aujourd'hui. Comme quoi, l'audace et la nouveauté ont parfois du bon, et ce, dans tous les sens du terme. Je vous remercie. Bien, merci à vous. Donc, avant de passer aux questions, je vais vous dire quelques mots sur la prochaine nocturne, qui va être un petit peu spéciale parce qu'on va fêter les 10 ans des nocturnes. Il y a 10 ans, à peu près à la même époque, vous étiez une quinzaine à nous écouter. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 fois plus. Alors, on s'est dit qu'il fallait fêter ça. Donc, on va faire une nocturne un petit peu particulière. Il y aura une nocturne à 18h30 qui sera au même format que d'habitude, qui sera ouverte par Pierre Denise, le président de l'université, et dans laquelle on fera l'histoire du projet de reconstitution virtuelle. On vous montrera comment on est passé de la maquette de Paul Bicot à la maquette virtuelle que l'on vous fait visiter aujourd'hui. Et cette nocturne, dans son format normal, sera précédée par 5 ateliers qui dureront, il y aura 2 fois, chaque atelier sera répété, 2 fois 20 minutes. Vous pourrez donc assister à 2 de ces ateliers. Un atelier qui sera une visite de la maquette de Paul Bigot. Un atelier qui vous permettra de pénétrer dans la salle immersive, la plus grande salle immersive de France en milieu universitaire, dans laquelle vous pourrez aller visiter un des monuments de Rome en immersion complète. Un atelier modélisation 3D où nos informaticiens vous expliqueront comment ils créent le modèle que vous voyez tout à l'heure. Un atelier archéologie expérimentale où un de nos anciens collaborateurs, qui est aujourd'hui spécialisé en archéologie expérimentale, vous présentera des reconstitutions, cette fois pas en maquette mais réelles, de machines de jet romaines. À l'échelle 1. Et qui fonctionne. Et qui fonctionne. Enfin, il ne les fera pas fonctionner là parce que c'est dangereux. Et un atelier dans lequel on vous expliquera comment on part des sources anciennes pour arriver au dossier de restitution. À partir de quoi ? Comment on sait que le théâtre de Pompée, par exemple, était construit de cette manière ? Et puis après la nocturne, on vous offrira un apéritif. Un apéritif romain avec des vins romains, des nourritures romaines. Voilà. Alors, pour les 4 premiers ateliers, il faudra absolument réserver. C'est obligatoire parce que les places sont illimitées. Certains ateliers pourront faire que 20 personnes. Vous voyez, donc 2 fois 20, simplement 40 personnes. Donc, il va y avoir sur le site du Plan de Rome à partir du 14 octobre, c'est-à-dire à partir de vendredi, si je ne me trompe pas. Voilà, un formulaire d'inscription en ligne on ne pourra pas faire autrement, comme on l'a fait pour les Journées européennes du patrimoine, pour limiter le nombre de places. Et c'est gratuit, donc vous n'hésitez pas. Tout est gratuit, bien entendu. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Et maintenant, écoutez, je vous laisse poser des questions. Ça peut expliquer les jetons. Ah, c'est vrai. Pour l'apéritif, oui. J'espère que ça va marcher. On va fabriquer demain des jetons en terre. Demain. On va fabriquer des jetons en terre cuite. Voilà, donc ça va faire comme au Colisée, c'est-à-dire que il y aura 4 fils. Il faut que ce soit ordonné. Les Romains étaient très ordonnés. Je peux parler ? Tu peux, merci. Voilà. Donc, à la fin de la nocturne, on vous distribuera chacun un jeton. Vous aurez un chiffre de 1 à 4. Et devant l'apéritif, il y aura 4 fils. Donc, vous prendrez la file correspondant à votre numéro. Et en donnant votre jeton, vous aurez le droit donc à votre nourriture et à votre apéritif. C'est bien. Voilà comment ce sera organisé. Voilà, donc maintenant on peut peut-être passer aux questions. Ne vous laissez pas, bien sûr, impressionner par la taille du théâtre, si je puis dire. Comme d'habitude, Noémie est là avec son micro. Je pense que Jérôme aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Madame ici. Moi, je voulais juste savoir la différence entre théâtre et amphithéâtre. Alors, un amphithéâtre, pour simplifier, c'est un théâtre double, du point de vue de l'architecture. Donc cette fois, on n'a pas simplement un demi-cercle de gradins, comme on l'avait tout de suite, mais on a une ellipse, un ovale complet, tout entouré de gradins.
Donc ça, c'est la différence architecturale. C'est un peu curieux ce qu'on appelle amphithéâtre aujourd'hui. Ici, là où on est, ce qui ressemble en fait à un théâtre romain. Voilà. Mais l'amphithéâtre romain, c'est un ovale, le Colisée. Voilà. Et il y a une différence également de nature de spectacle. Dans le théâtre, ce sont des pièces de théâtre ou à l'époque impériale, des pantomimes, un peu de spectacle de musical, si vous voulez, qui est donné. Alors que dans l'amphithéâtre, ce sont toujours des spectacles sanglants. Soit on va faire se battre des hommes contre des animaux, soit des hommes contre des hommes. Soit à l'occasion, on va faire dévorer quelques personnes par les animaux. Voilà. Mais l'amphithéâtre est sanglant, le théâtre n'est jamais sanglant. Alors quelquefois, notamment en Gaule, les villes n'auront pas les moyens de se faire à la fois un amphithéâtre et un théâtre, donc on combinera les deux bâtiments. D'autres questions ? Je voulais savoir combien que faisait de place le plus petit théâtre romain. Alors, les plus petits théâtres romains ne descendaient probablement pas en dessous de 2-3 000 places. Vous voyez, c'est absolument étonnant. Même le théâtre de Mador dont je parlais tout à l'heure, qui est un des plus petits en Afrique du Nord, je crois qu'on devait être autour de 6 000 places estimées. Bon. Mais mettons même qu'on descende à 3 000 places, on reste dans un nombre de spectateurs qui est incomparable avec ce que connaît le théâtre aujourd'hui. Le théâtre de Caen, qui est quand même un théâtre d'une ville importante, on doit être, je crois, c'est autour de 1500 places, pas plus. Allez-y. Je voulais vous demander quel type de représentation donnait-on ? Alors, à l'époque où nous nous situons, on est au IVe siècle, on donne toujours les représentations classiques, tragédie, comédie, et on donne également des spectacles qui vont être des spectacles de mime, de pantomime. Le pantomime, c'est ce qui correspond au mime aujourd'hui, et plus généralement des spectacles qui vont être des spectacles qu'on pourrait assimiler au musical, un petit peu. Sébastien, il va y avoir des acrobates, il va y avoir des jongleurs, il va y avoir des danseurs, il va y avoir des chants, des musiciens, il va y avoir aussi des spectacles obscènes. Voilà. C'est de moins en moins culturel, en fait, ce que l'on va donner dans les théâtres à Rome. Est-ce que les femmes participaient à ces représentations ? Alors, oui, en tant que spectatrices, bien sûr, il y a des spectatrices comme des spectateurs. Au niveau des acteurs, en principe, la majorité des rôles étaient joués par des hommes, parce que de toute façon, c'est un métier infamant, y compris pour les hommes du reste. Mais on a des mentions de femmes chanteuses, de femmes actrices aussi au théâtre romain. Oui. Oui, je voulais savoir de quand date l'aménagement de chaque côté de la Seine là, qui a été réservé et utilisé par l'empereur. Est-ce que ça datait de l'époque de Pompée ou pas, puisque Pompée n'était pas un empereur? Alors, pour le théâtre de Pompée, il est difficile d'en juger puisqu'il est complètement, cette partie-là est complètement détruite. Mais pour les édifices contemporains en pierre, on a effectivement de chaque côté, au-dessus des parodos, on a des loges d'honneur. Donc c'est dès le début du théâtre en pierre, on voit apparaître ces loges d'honneur. Alors ici, bien sûr, on a traité le théâtre de façon globale en prenant l'ensemble du monde romain. On observe des particularités qui sont des particularités régionales. Par exemple, dans les théâtres gaulois, on s'aperçoit que les places d'honneur sont souvent au milieu, en fait, placées au milieu. Bonsoir. J'avais particulièrement apprécié quand il y a eu la soirée sur les sports et que vous ayez introduit cela par les Jeux Olympiques.
et notamment la sobriété de l'espace olympien. Et j'aimerais, si possible, que rapidement, vous nous exposiez la différence fondamentale entre le théâtre grec, fonctionnement, thématique, etc., et le théâtre romain. Bon, sur le plan de l'architecture, on comprend que les Romains ont bâti, alors que les Grecs se sont servis de la nature, mais sur le plan de, je dirais, général, c'est-à-dire thématique, etc. Alors, l'architecture elle-même, je vais en parler d'abord parce que en fait, elle est importante pour déterminer l'utilisation des deux types de théâtre. Le théâtre grec est un théâtre qui est complètement ouvert. Donc, vous avez donc les gradins qui sont soit en demi-cercle, soit quelquefois en demi-cercle outrepassé, c'est-à-dire qu'on va un petit peu plus loin que le demi-cercle. Et à la base, vous avez une grande orchestra ronde, complètement circulaire. On en voit encore des traces sous les aménagements romains quand les Romains ont refait un théâtre grec. Derrière cette orchestra circulaire, vous avez une petite estrade, pas très importante, et derrière l'estrade, un petit mur, ou les restes d'un petit mur, bien souvent, qui n'est pas non plus très important. Voilà. Donc, on n'est pas dans un théâtre, dans un système fermé, comme le théâtre romain. Parce que dans le théâtre grec, ce qui se passe d'important, ça se passe au milieu, dans l'orchestra circulaire, où le théâtre va être essentiellement chanté, dansé, et où sur l'estrade, ce qu'on appelle le pulpitum, il y aura simplement 1, 2, 3 protagonistes, pas beaucoup plus, qui parleront à des moments relativement brefs dans la pièce de théâtre. Voilà la différence essentielle entre le théâtre romain et le théâtre grec. Le théâtre romain qui est fermé sur lui-même, fermé par son grand mur de scène, avec une orchestra qui est limitée à un demi-cercle. Et quand les Romains vont occuper tout le monde grec, ils vont transformer. Vous voyez, aujourd'hui, vous ne voyez quasiment plus de théâtre grec dans son état d'origine. Le seul théâtre que vous voyez encore aujourd'hui en Grèce dans son état d'origine grecque, c'est le théâtre d'Épidore. C'est le seul qui a encore gardé son orchestra circulaire. Tous les autres ont été modifiés par les Romains. Bonsoir. Je m'interrogeais à propos de la statue de Pompée Cosmocrator, donc dans le théâtre de Pompée. Déjà, à savoir où elle est placée, si elle est à la vue de tous, et ensuite savoir s'il y a des exemples ailleurs de personnalités comme ça représentées au sein des théâtres. Alors, on va changer un petit peu de personne. Pour la statue de Pompée, je vais laisser Sophie vous en parler. C'est une statue qui a été mise au jour au moment des fouilles du 19e siècle, réalisée par Jean Gabet dans un palais qui se trouve justement sur le théâtre de Pompée. Et on a retrouvé une statue de Pompée avec une sphère dans la main. Donc Pompée, maître du monde, comme plus tard se représenteront les empereurs. Et il n'y a pas de certitude sur l'emplacement de cette statue dans l'Antiquité. Étant donné l'endroit où elle a été retrouvée, il est quand même relativement probable qu'elle prenait place au niveau du mur de scène. Et même si c'est très anachronique, je trouve que le meilleur exemple, c'est peut-être l'emplacement qu'ont choisi les archéologues du théâtre d'Orange pour installer la statue d'Auguste. Donc, c'est eux qui l'ont replacée sur le mur de scène. Ils ont replacé la statue d'Auguste sur la niche au deuxième étage, au centre du mur de scène. Et il me semble que c'est un choix judicieux. Et vu l'endroit où cette statue a été mise au jour, donc à quelques dizaines de mètres du mur de scène, je pense que c'est ici que devait être cette statue. Il y a naturellement d'autres hypothèses parce qu'on sait que le portique de Pompée était une sorte de musée au 1er siècle. Le portique, sur lequel nous avons très peu insisté ce soir, vous l'avez vu, avait des allées couvertes dont la principale fonction était d'accueillir le peuple en cas de pluie. Mais on a également des textes, notamment Pline, dans son livre 7, qui nous parle de toutes les statues installées sous le portique de Pompée. Donc on sait qu'il y avait des statues grecques qui avaient été ramenées sous le portique de Pompée. On sait qu'il y avait des tableaux également exposés sous le théâtre de Pompée. Donc est-ce que cette statue de Pompée pouvait être intégrée à cette lecture?
iconographique du portique, c'est une autre hypothèse. Enfin, tout est très ouvert sur le placement de cette statue. Le problème pour le reste de la statuaire dont je viens de vous parler, c'est qu'on a des textes, mais on n'a rien retrouvé d'autre. Il y a donc beaucoup de possibilités. On a également parlé d'une lecture possible où ça serait Pompée qui descendrait aux enfers avec des figures mythologiques autour. C'est Gilles Sauron qui a écrit sur cette hypothèse. Ça reste très ouvert aujourd'hui. Et puis on sait aussi, donc à l'époque de la construction du théâtre, pas à l'époque où on vous l'a fait visiter, qu'il y avait au fond du portique une curie. Alors cette curie est très importante parce que c'est là que César est assassiné. La curie qui était sur le forum romain qu'on voit actuellement était en travaux à l'époque, et le Sénat, ce jour-là, le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, s'est réuni dans le fond du théâtre de Pompée, dans la curie du théâtre de Pompée, et on sait que dans cette curie, il y avait une statue de Pompée. Puisque César, c'est un joli symbole, enfin jolie façon de parler, oui, enfin, le mot est malheureux, César est mort au pied de la statue de Pompée, c'est dit dans les textes, donc il y avait une statue de Pompée dans cette curie. Et il y a des chercheurs qui se sont dit, est-ce que finalement cette statue de Pompée, ça pourrait pas être celle au pied de laquelle César est tombé? Ça aurait été bien quand même pour la mise en valeur du site. Et en fait, il y a d'autres chercheurs spécialistes de l'iconographie qui ont étudié notamment les vêtements de cette statue et qui ont montré qu'elle ne pouvait pas être contemporaine de l'assassinat de César. Et même si l'hypothèse était très séduisante, ça ne peut pas être la statue au pied de laquelle est tombé César. Donc ce n'était pas la statue qui était dans la curie au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est sûr. Petite question technique. A-t-on une idée du temps nécessaire au déploiement du vélum et du nombre de bras nécessaires pour ce déploiement, justement? On a tout calculé. on a justement beaucoup travaillé avec Alain Héry sur ces systèmes. On a calculé le poids de chaque voile en fonction de sa longueur, de sa largeur et de la densité du lin à cette époque-là. On a calculé le poids des anneaux utilisés pour faire circuler les voiles, le poids des cordes. On a divisé tout cela par le nombre de secteurs et on se rend compte que le dépliement du vélum devait se faire de façon naturelle parce que ces toiles étaient tellement longues, presque 60 mètres, que le vélum en fait n'était pas plat. On pense que le vélum, entre l'endroit où il était fixé sur les mâts et l'endroit où il arrivait sur le mur de scène, descendait de presque 8 mètres. C'est pour ça que les mâts sont aussi hauts à l'extérieur du mur de scène. Et donc, les voiles devaient se déplier par simple gravité. Il suffisait de lâcher la corde et la voile descendait. Le voile, descendait. Et donc, on a calculé que ça prenait à peu près 1 minute uniquement de déplier les voiles. C'était très facile. Par contre, pour les remonter, c'est l'inverse, parce qu'il faut remonter la pente. Et donc, on pense qu'il fallait un petit groupe d'hommes sur chaque mât. Donc en fonction du système utilisé, soit des poulies ou soit peut-être des cabestans, on peut aller entre 2 et 5 hommes par mât. Et on a calculé qu'il fallait à peu près 3 minutes 30 pour relever la majorité du vélum. Et puis pour les derniers mètres, qui devaient être beaucoup plus durs à monter, les groupes d'hommes devaient se retrouver dans un second temps pour finir de monter le vélum. Mais en tout état de cause, on sait que c'est quelque chose qui allait vite, qui était impressionnant. Et ça devait aller vite. Parce que le problème, c'est que dès que le vent se lève, le vélum devient un risque pour le théâtre. Le vent peut tout arracher. Donc dès que le vent se lève, il faut très rapidement remonter le vélum. Et on sait que le fait de le déplier ou de le remonter pouvait être fait plusieurs fois par jour. Il fallait que ça aille vite et que ça soit assez commode. Il y avait certainement du personnel préposé à l'utilisation du vélum qui est resté tout près en haut, au cas où il y aurait eu besoin de baisser ou de remonter les voiles. Et on sait que ce personnel devait être là en permanence parce qu'il y a un texte qui raconte qu'un empereur a très mal pris les applaudissements du peuple pendant un spectacle. Il a cru que le peuple se moquait de lui et il a demandé au préposé du vélum de tout remonter pour que les gens soient en plein soleil. Il y a même eu des évanouissements. Pour que l'empereur puisse faire ça, ça voulait dire qu'il y avait déjà du monde là-haut qui était tout prêt pour pouvoir remonter les voiles en cas de mauvaise météo. La problématique est toujours la même. Vous savez qu'au Puy du Fou, ils ont reconstitué un petit colisée avec un vélum. Et ils ont une station météo qui leur est dédiée. Et qui, dès qu'il y a une prévision de vent qui forcit, au-delà d'une certaine force, le vélum se remonte automatiquement. C'est toujours le même problème.
Oui, bonsoir. Moi, je me pose la question de la qualité de l'acoustique dans un théâtre aussi immense. Est-ce qu'on a une idée de la qualité du son, de ce qu'entendaient les spectateurs? Alors ça, on le mesure facilement dans les théâtres dont la cavéa est encore conservée. Épidore, par exemple, Épidore, qui est un théâtre très très grand. Vous pouvez parler à voix ordinaire, comme cela, et là, on vous entend jusqu'en haut des gradins. Oui, oui. C'est une acoustique extraordinaire, alors qui est renforcée dans les théâtres romains par le mur de scène qui referme tout l'ensemble. Et on avait aussi, nous dit Vitruve, on en a observé quelques restes archéologiques, des systèmes de vases placés à intervalles réguliers dans les gradins et qui étaient réglés avec des résonances particulières pour encore améliorer la qualité du son dans les théâtres. Donc en fait, c'était un son excellent. De toute façon, il faut bien imaginer que les 20 000 spectateurs entendaient ce que disaient les acteurs sur la scène, sans micro, bien entendu. Les masques portés pouvaient également servir de porte-voix. Au-delà de figurer un visage, ça servait à amplifier la voix. Donc c'est autant d'artifices qui devaient donner un résultat relativement bon. Ouais. Mais vous comprenez bien aussi que les masques, vous avez vu comment on voyait l'acteur quand on était tout à fait en haut, les masques aussi avaient pour rôle de caractériser le personnage. Pour que, voilà, le caricaturer, de même que les chaussures, ils portaient des chaussures hautes qu'on appelle des cothurnes, qui permettaient de les surélever pour les faire paraître plus grands, parce que quand on est tout en haut, on voit très mal l'acteur. Moi, j'aimerais bien des cothurnes. Oui, c'est vrai. Bonsoir. A-t-on une idée de la taille et du nombre de spectateurs qu'il pouvait y avoir au théâtre de Vieux-la-Romaine? Alors, le théâtre de Vieux-la-Romaine est un petit théâtre qui a été fouillé au 19e siècle. Alors là, moi, j'ose plus vous dire de chiffres parce que je me souviens plus. Je crois que le calcul a été fait. Je vous dirais comme ça, autour peut-être de 2000, 2000 places, quelque chose comme ça. Il y a une publication qui a été faite, sur le sujet. C'est un théâtre avec une orchestra qui a une forme ovale, comme on le retrouve souvent en Gaule. Mais encore une fois, c'est important, même admettons que ce soit simplement 1000 ou 2000, je ne me souviens plus des chiffres exacts, ça reste très important, quand on pense que Caen aujourd'hui a un théâtre de 1500 places. Après, il y aura le premier rang aussi. Bonsoir. Bonsoir. Je me demande, l'accès au théâtre était-il gratuit? Alors, en principe, oui. En principe, oui, puisque, comme à l'amphithéâtre, c'est un spectacle qui est offert lors des cérémonies. Quand il y a distribution de jetons, comme on le fera le mois prochain, c'est fait pour organiser les entrées. Mais ces spectacles sont offerts par les personnalités qui donnent les jeux. Là, on rejoint une notion qu'on n'a pas eu le temps d'aborder tout à l'heure, c'est la notion d'évergétisme. Pourquoi aussi est-ce qu'on a tant de théâtres, de si beaux théâtres, si bien décorés? Eh bien, c'est parce que le théâtre est une des solutions pour pratiquer l'évergétisme. L'évergétisme, ça consiste pour ceux qu'on appelle les potentes, les puissants, les riches, à consacrer une partie de leur fortune au bien du public. Et les théâtres étaient justement l'occasion de dépenser leur argent pour tout le monde, pour le bien du public, donc à la fois pour embellir les théâtres, pour construire les vélums. À Éphèse, il y a une inscription qui est difficile à interpréter, sur laquelle Sophie travaille actuellement, mais qui dit qu'un tel a dépensé de l'argent pour réparer le pétase. Alors le pétase, c'est certainement un vélum. Voilà. Quand on dit tous les Romains pouvaient aller au spectacle, il n'y avait pas d'exclus. Vraiment, tout le monde pouvait y accéder? Absolument, puisqu'on sait même que les places des derniers étages pouvaient être laissées aux esclaves. C'était vraiment, c'est un spectacle. Encore une fois, c'est lié aussi à la religion.
Vous n'empêchez personne, enfin la chrétienté n'a jamais empêché personne d'entrer, de participer aux fêtes religieuses à partir du moment où on était chrétien. Là, tout citoyen, a priori, a le droit d'entrer, de venir au théâtre. Oui. Sur le théâtre de Pompée, il y a tellement peu de sources archéologiques qu'on a préféré se cantonner à la restitution d'un étage en pierre. Mais sur d'autres édifices, comme sur le Colisée ou sur le Grand Cirque, on sait que les places les moins intéressantes et réservées aux catégories de la population les plus basses pouvaient être en bois, remontées artificiellement au-dessus de la partie en pierre. Et justement, ces places-là étaient réservées pour les personnes les moins favorisées. Oui. Bonsoir. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre théâtre et jeux du cirque? Non, parce qu'ils se déroulent, ils sont prévus les uns à côté des autres. On a les Ludi Skainiki, les Ludi Circenses, et les gens vont de l'un à l'autre. Je ne pense pas qu'ils pouvaient être, si vous parlez de concurrence, placés en même temps. Non, je ne pense pas qu'ils étaient placés en même temps. Je pense qu'on avait des jours où c'était les Ludi Skainiki et des jours où c'était les Ludi Circenses. C'était mieux que ça ne se chevauche pas, parce que de toute façon, ils seraient tous allés au cirque pour aller voir les courses de chevaux. Alors, je crois me souvenir quand même, Sophie, qu'on a un texte, on nous dit que tout d'un coup, le théâtre se vide. Oui, c'est parce qu'il y a des combats de boxe au stade de Domitian. Il y avait un spectacle dans un théâtre, et il y a quelqu'un qui dit il y a tel boxeur qui va bientôt entrer au stade, et tout le monde sort pour aller voir le spectacle de boxe. Voilà, donc il y a quand même, une concurrence. Alors, à savoir si c'était vraiment des Ludi ou si c'était un spectacle. Un spectacle à part. Est-il exact que les acteurs n'avaient pas forcément un texte à apprendre, mais qu'une grande place était faite à l'improvisation? Alors, ça dépend du type de pièce qui est jouée. Dans les pièces qui sont des pièces écrites, là, au contraire, les auditeurs sont très attentifs à ce que le texte soit rigoureusement respecté. Ils connaissent par cœur les pièces d'Euripide, de Sophocle, et toutes les autres qu'on ne connaît pas nous aujourd'hui, ils les connaissent par cœur. Et ils sont très attentifs à ce que les mots soient bien dits au bon moment, avec la bonne intonation, avec le bon accent. Donc là, il fallait bien qu'ils aient appris leur texte, bien entendu. Et puis, on a d'autres types de spectacles, au contraire, qui sont des spectacles d'improvisation, où l'on va, ce qu'on appelle la télane, où les acteurs vont improviser. Il y avait des spectacles de nuit? Non, en principe, non. Alors, on a quelques attestations, mais qui sont à chaque fois présentées comme exceptionnelles. Tout simplement pour des problèmes d'éclairage. C'est les projecteurs, sont les projecteurs qui permettent d'éclairer la scène comme elle l'éclaire. Alors après, on a quelques exemples. Enfin, je ne sais pas s'il y en a quelqu'un, je connais qu'un seul texte de spectacle donné à la lumière des flambeaux. Ça devait être particulièrement rare. Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis au mois de novembre.